Très heureux de vous savoir, nombreux chers téléspectateurs, vous qui suivez et avez choisi Missunga Télévision pour vous informer avec nos programmes comme la coutume de notre travail et de notre mission. Bien sûr, aujourd'hui, nous revenons encore avec des grands sujets, avec cette grande actualité, un accord ou encore un dialogue après un consensus avec les autorités du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux du M23 AFC, bien sûr. Après, bien sûr, cette déclaration publiée par le rebelle du M23, nous revenons pour analyser de fond en comble cette actualité, ces sujets. Bien sûr qu'il y a aussi ces sujets du concert des solidarités qui a réuni plusieurs artistes et musiciens congolais venant de partout pour essayer un tout petit peu de hausser leur ton concernant l'agression rwandaise, mais notamment cette forme de violence qui sévit dans la partie Est. Et le procès Bukangalonzo, ce sont les sujets que nous allons aborder maintenant avec notre invité qui est ici avec nous, Néhémie Lumpungu. Je crois que j'ai bien prononcé votre nom, est avec nous sur ces plateaux. Bonjour, monsieur Néhémie. Bonjour, monsieur Elvis. Quelles sont vos impressions premièrement et bienvenue dans notre grande édition, en fait grande émission, le rendez-vous du soir. Premièrement, merci pour l'invitation. Je pense que les impressions sont très très grandioses compte tenu du travail qui est en train d'être abattu. Lorsque je vois le plateau, je vois un standing élevé et je ne peux qu'être ébahi, bien je ne peux qu'être ébloui parce que par le travail que vous êtes en train d'effectuer, c'est assez rare ou assez difficile de voir des jeunes qui sont en train d'exceller, mais dans les positifs. Et ça, c'est beaucoup, ça, c'est très, très encourageant. Et il faut applaudir ce grand travail qui est en train d'être abattu. C'est encourageant, merci beaucoup. On va commencer avec les concerts des solidarités, puisque nous parlons bien sûr de cette affaire, l'insécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec ces sujets qui est sorti d'une déclaration commune du M23 AFC et le gouvernement de la République démocratique du Congo pour de dialogue en gestation. Nous allons prendre d'abord ces concerts de solidarité qui a réuni aussi les artistes et musiciens congolais pour dénoncer la guerre et puis on va se retrouver juste après avec quelques questions. Si la régie est prête, balançons ces images et puis on revient. Plus de 11 000 personnes se sont mobilisées au centre culturel Accor Arena à Paris pour prendre part à ce grand concert caritatif dénommé Solidarité Congo qui a réuni plus de 30 artistes du Congo et de l'étranger. Organisé par les Fonarev, ce concert avait pour objectif de récolter des fonds afin de soutenir nos compatriotes de l'Est du pays. Quelques artistes pendant leur prestation ont lancé des messages forts liés à la paix dans cette partie du pays. On va juste dire, on n'a pas besoin de la guerre, on est pour la paix. Ça fait plus de 30 ans qu'à l'est de la RDC, il y a meurtre, il y a viol, les bébés sont tués. Nous sommes ici pour dire à tout le monde, toutes les communautés réunies ici, il est temps que ça s'arrête. Soutenez les Congolais pour que la richesse du Congo profite aux Congolais et que ça profite au monde de manière légale. Notons que ce grand concert caritatif a suffisamment démontré l'amour, l'unité envers notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo. Vous venez donc de suivre ces concerts de solidarité. Bien sûr que c'est depuis Paris. D'abord, nous nous posons une simple question. Les violences sévissent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Bien que le FONAREV, le Fonds pour la réparation des victimes des guerres et des violences, aujourd'hui, a choisi le côté peut-être européen pour pouvoir réaliser ces projets. Mais qu'est-ce que ça vous dit? Quelle lecture faites-vous pendant qu'on pouvait bien le faire peut-être au Stade des Martyrs ou ailleurs, mais notamment en choisissant une partie de la République démocratique du Congo? C'est parce que c'est ici que sévissent ces violences. Qu'est-ce que vous faites comme lecture et quelle analyse avez-vous à faire?
Écoutez, monsieur Elvis, moi je pense qu'il faudra faut mettre d'abord les bases pour savoir si ce concert a été une réussite ou pas. Pour dire quelque chose a été une réussite, vous devez d'abord définir les préalables. Quels ont été les préalables de ce concert? C'était quoi l'objectif à atteindre et tout. Alors, comme vous venez de le dire dans vos propos, le combat se passe à l'est de notre pays. On voit un concert qui se passe à l'extérieur du pays. Lorsque vous essayez d'entrer dans le fond de ce concert, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui ont chanté pour la femme, d'autres ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Donc moi, je peux faire qu'une lecture un peu sombre de ce concert parce que je ne trouve pas l'utilité. Personnellement, moi, je n'ai pas trouvé l'utilité de ce concert. Surtout que certains artistes qui sont de la partie Est, qui n'étaient pas présents dans ce concert, j'ai fait par exemple allusion à Innocent Balou, mais qui est l'un des acteurs du parti. Apparemment, vous êtes utilisé comme une caisse de résonance pour les intérêts d'Innocent. Non, mais je n'ai même pas son numéro. Je ne le connais même pas personnellement. Je suis juste en train d'établir des faits qui sont logiques et des faits qui poussent à tout le monde à réfléchir. C'était quoi le but de ce concert? C'était quoi la raison de ce concert? C'était quoi la volonté? Lorsqu'on essaie de réunir ces choses-là, c'est par là qu'on va établir un bilan. Et lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans ce concert-là, moi, ce que j'ai vu là, je n'ai pas vu un concert de solidarité. J'ai vu des gens qui ont payé des billets et qui sont venus voir leur star. Parce que même quand vous regardez l'après-concert, la réaction des fans, ils vous disent, ah non, mais on était venu voir telle personne, on l'a vu, on était venu voir telle personne, on l'a vu. C'est le concert le plus, je pense que les billets historiques, en fait. C'était les concerts les moins coûteux, mais les plus vus parce qu'il y avait beaucoup plus d'artistes. Et puis voilà. Donc si l'idée c'était vraiment ça, je pense qu'on est tapé à côté. Parce que l'image qu'on a retenue de ce concert, c'est pas ça qu'on voulait que les gens retiennent. Parce que les gens sont venus voir leur artiste et puis ils sont partis. Et ça, c'est désolant. Et ça, c'est très désolant. Parce que si on se dit à la base qu'on veut un concert qui va toucher, des choses qui vont faire parler de ce qui se passe à l'Est, et après les gens qui vont partir, et sans qu'ils ne retiennent vraiment justement ce qui se passe à l'Est. Moi, je suis déçu et je suis Restons sur cette question. Quand vous dites que c'était un concert réussi, vous reconnaissez quand même, mais il n'y avait rien de grave comme un objectif opérationnel aux sorties de ces concerts pour dénoncer ou pour allier essentiellement l'utile à ce qui est la lutte contre toutes ces agressions que vit nos populations dans la partie Est. Mais ne voyez-vous pas que ces musiciens, qui sont des notoriétés, ont aussi l'influence sur le langage et une expression à donner et à lancer pour que la communauté internationale ou les nations nous viennent en aide? Bon, moi je dis juste, ce que je veux dire ici, monsieur Elvis, je veux juste dire, pour que vous remarquiez que quelque chose a bien fonctionné, ça devait rester dans la tête de certains gens. Ce qui n'est pas le cas. Mais ce qui est resté, c'était peut-être cette façon de dénoncer. Moïse Mbié l'a dit. Vous voudriez bien venir exploiter nos richesses, il faudrait que vous le fassiez avec toute légalité. Mais comment et que voulez-vous exactement? Non, mais comment vous pouvez dire que les gens ont payé des billets, sont allés dans un concert où on devait parler des génocides qui se passent dans l'est de notre pays, et que même pas une heure après, juste 5 minutes après la fin de ce concert, et vous posez la question à ces mêmes personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont retenu du concert? Ils vous disent, non, Gims avait bien chanté, ça fait comme jamais. C'est-à-dire, ils ne vous parlent même pas de ce qu'ils ont retenu dans le fond, bien dans le bon de ce concert-là, ou même du but de son concert-là. Donc, si on qu'est-ce qu'il a fallu que les spectateurs viennent ou encore captent à l'issue de ces concerts, selon vous? Déjà que si les gens qui étaient en présentiel n'ont pas retenu grand-chose, et ce qui était... Selon vous, espérons ou encore estimons que vous y étiez comme spectateur, qu'allez-vous retenir à la suite? Non, mais justement, je suis en train de vous dire mon point de vue. Moi, je n'ai rien retenu de ce qu'ils sont en train de faire, à part parce qu'on va approfondir l'idée, au fait. Non, mais justement, moi, je pense que, à mon humble avis, et tant qu'acteur politique, je me dis qu'il y avait beaucoup plus de moyens de faire entendre la voix de la RDC, et non par un concert. Vous saviez, on doit arrêter un moment, essayer de se voiler la face. On a organisé des matchs de gala ici au stade de Martyrs. On a organisé beaucoup des actions en ce qui concerne les violences qui se vivent à l'est de notre pays. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous voyez? Alors, je pense qu'à un moment, on doit se regarder en face et essayer de se dire, est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que aller de dénonciation en dénonciation, est-ce que cela va améliorer la situation sécuritaire dans notre pays? Moi, je dis non. Et si c'est non, alors arrêtons ce que nous sommes en train de faire. Voyons les choses de l'autre côté. Voyons les choses dans le bon angle. Moi, je le dis toujours, le président Sékou Kouni a toujours proposé des bonnes solutions. Mais lorsque vous êtes dans un pays où les gens pensent que ce qu'ils sont en train de faire est bon, lorsqu'ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire ou les chemins qu'ils sont en train d'emprunter est bon,
bah voilà, vous partez tout droit dans un mur. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Et ça, c'est désolant, monsieur Elvis. Vous avez dit, on a compris, mais au-delà de votre pensée et votre opinion, vous avez fait une proposition allant dans le sens de pouvoir dire, monsieur Setikuni a essayé de donner des pistes et des solutions par rapport à cette guerre que vivent nos populations dans la partie Est. Mais ici est de rappeler ici que là, nous parlons d'un concert. Si vous n'êtes pas d'accord que les musiciens, comme étant des notoriétés, puissent lever leur ton pour dénoncer cette guerre, pensez-vous qu'il y a un mode opératoire pour parvenir à régler les différends et à apporter la paix durable dans la partie Est? Monsieur Elvis, il faudra qu'on soit déjà d'accord. C'est pas... Non, il n'est pas censé que nous soyons d'accord. C'est pas que l'effet que les musiciens puissent lever leur ton, c'est ce qui va améliorer les choses. Qu'est-ce qui va améliorer les choses? C'est que je veux savoir. Il faut qu'on traite les problèmes à la source. Il faut que le problème soit traité à la source. Aujourd'hui, il y a des tueries à l'est de notre pays. On dit que c'est Rwanda, c'est Rwanda l'agresseur. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, étant que pays-État, étant que pays agressé, qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez un peu? Donc, si les missions doivent lever leur voix, ils peuvent le faire par une chanson, tout ce qu'ils veulent. Mais si on se dit qu'à partir d'un concert de solidarité, c'est par là qu'on va trouver des solutions, ah bah, là, je suis en train de vous dire que nous allons tout droit dans un mur. Dans un mur que nous, on ne pourra pas se retrouver. Et puis on va se dire, ah ok, on est dans tout, mais sauf que c'est qui est essentiel. Et ça, c'est bien dommage. On est coincé, on accepte. On est peut-être borné ou mal barré, ça on peut accepter. Mais quelle est la proposition pour la meilleure sortie de la crise actuellement? Ce n'est pas la musique, vous avez dit non, bien sûr. On vous concède ces droits. Si ce n'est pas la musique, ce n'est pas une forme de dénonciation, ce serait quoi la meilleure façon de faire les choses en vue de faire sortir la RDC de cette crise? Monsieur Elvis, vous saviez, lorsque le président... Parce que néanmoins, la politique aussi a fait ses preuves des limites. Non, mais la politique a fait ses preuves, mais de la mauvaise de manière. De la plus mauvaise de manière. Vous savez, lorsque le président Tshisekedi a été arrêté, c'était justement à cause de ce combat qu'il portait. Ce combat de redonner la valeur à la vie humaine congolaise. Et lorsqu'il est sorti de la prison, il a donné des pistes de solutions. Et d'autres pistes de solutions, vous le retrouvez même dans notre projet de société Nouvelle Donne. Il dit aujourd'hui la guerre se règle par un dialogue. Vous saviez, lorsqu'il a dit ces choses, il a été taxé par les talibans, par les gens de l'UDPS, qu'il était un traître et tout ce qui va avec. Alors, il a dit ceci. Il faut dialoguer avec ceux qui sont à l'est de notre pays. Corneille Nangaa, jusqu'à la preuve du contraire, c'est un Congolais. Bertrand Bisimwa, jusqu'à la preuve du contraire, c'est un Congolais. C'est-à-dire qu'il fallait dialoguer avec le Congolais. Vous savez, aujourd'hui, les gens, nous sommes en train de quitter par des problèmes politiques. On va au-delà des problèmes politiques. Les gens ont des problèmes personnels. Vous voyez? Alors, pour régler des problèmes personnels, on ne le règle pas d'une manière politique. Il faudra se mettre sur une table, essayer de discuter, essayer de prendre les questions dans le fond et essayer de trouver des pistes de solutions. Lorsque le président Tshisekedi a fait cette proposition, tous les robots communicants de l'UDPS, de l'Union Sacrée et certains journalistes corrompus l'ont attaqué. Mais ça, c'était une bouillabaisse. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que lorsqu'on regarde les propositions que M. Setz avait fait, aujourd'hui, il a totalement raison. Donc, si on se met à table, on discute les problèmes profonds du Congo, je pense qu'il y aura des solutions qui seront trouvées. Donc, il ne revient pas ici essayer de dire que la politique a échoué parce que nous sommes allés de la plus mauvaise de manière. Parce que l'État a failli dans sa mission. Et y a-t-il là 30 ans que cette guerre continue son périple? Il y a toujours eu des arrangements de la plus mauvaise des manières, selon vous. Non, mais vous saviez... Et cette Kikouni serait la personne, en fait, disons, les sauveurs de la nouvelle génération pour que cette paix soit accordée dans cette partie de la plus durable des manières aussi. C'est ce que vous l'insinuez. Bien sûr. Aujourd'hui, cette est la solution majeure. Cette Kikouni aujourd'hui, moi, je veux dire aux gens, moi, j'aimerais que les gens retiennent ça. Écoutez cette Kikouni lorsqu'il est en train de parler. Lorsque vous écoutez ces messieurs parler, vous écoutez un leader parler. C'est un discours politique. Non, ça n'a rien à voir avec un discours politique.
Là, un discours politique, vous l'écoutez à tout bout de champ. Vous l'écoutez tous les jours dans le radio, dans les télévisions. Mais lorsque vous écoutez ces messieurs parler, vous écoutez un homme politique, vous écoutez un homme rempli de grandeur. Un homme qui a une vision claire de la vie congolaise, mais aussi de la partie est de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que lorsqu'il vous parle, il ne vous donne pas seulement de contraintes, mais il vous donne des propositions. Aujourd'hui, dans notre classe politique, c'est difficile à trouver. C'est difficile à trouver parce que nous avons des gens qui ne font que condamner. Ce qui n'est pas le cas de Seth Kikouni. Donc, le peuple congolais a compris tout cela. Le peuple congolais a compris aujourd'hui que M. Seth, aujourd'hui, s'ils sont derrière lui, ils vont trouver une grande cause. Et moi, je veux dire à M. Tshisekedi, son entourage qu'il est en train de suivre, qu'il est en train d'écouter, est en train de l'amener tout droit au mur. Si M. Tshisekedi écoute les propositions que M. Kikouni est en train de le faire, entre autres, dialoguer avec ceux qui sont allés de l'autre côté, je pense que les solutions seront trouvées et nous serons une paix durable dans notre pays. Donc, M. Kikouni est la solution pour répondre à votre question. Ce n'est pas le dialogue, mais c'est M. Kikouni qui serait M. Kikouni est celui qui a fait le premier pas et celui qui a proposé cette problématique de dialogue d'un point de vue dans le fond. Et étant donné celui qui a une vision claire de notre République démocratique du Congo, d'une partie, c'est une solution. Parce qu'après dialogue, il faudra mettre quelqu'un, il faudra trouver une personne qui pourra justement porter la République démocratique du Congo du point de vue national, mais aussi du point de vue international. C'est que M. Tshisekedi... Eh bien, on peut déduire que ces assises se tiendront dans le but de pouvoir mettre quelqu'un à la tête du pays. Ces assises... Essentiellement, ça reflète aussi l'idée selon laquelle les politiques cherchent leurs intérêts. Lorsque je suis en train de dire, M. Elvis, qu'aujourd'hui, M. Seth est la solution. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Parce que lorsque on veut régler les choses, voyez, nous qui avons fait des études de Sciences Po, on sait que lorsque vous voulez régler une chose, vous devez la voir dans sa globalité. Alors, lorsqu'on va traiter le problème, après avoir traité le problème, aujourd'hui, on sait que M. Tshisekedi est l'un des problèmes. Alors, il faudra maintenant une personne qui pourra avoir une posture, justement, de chef. Et moi, je le dis, M. Kikouni est l'homme de la situation. Et ça, le peuple congolais l'a compris. Ça, tout le monde l'a compris. Et même la classe politique l'a compris. Ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir à vouloir régler le problème pour mettre quelqu'un. Mais c'est Kikouni est l'homme de la situation. Pourquoi on va s'en en cacher? Pourquoi on va le refuser, M. Elvis? Et ça c'est de la mauvaise foi. Donc, c'est une manière pour vous d'exhiber déjà votre démarche et votre pensée par rapport à la quête de ces démarches dont toute la population, bref, tous les Congolais sont dans l'impatience. On va aborder, puisque vous avez évoqué la question de la démarche du dialogue entre la RDC. Bien sûr que oui, les autorités congolaises et ceux de l'AFC M23. Bien que la proposition de Seth Kikouni paraît aussi salutaire, comme vous l'évoquez, mais il y a peu, nous avons vu un communiqué élu via les réseaux sociaux, un communiqué conjoint de M23 et des autorités congolaises affichant la volonté de travailler ensemble en vue d'aboutir à un dialogue pour le bien des Congolais, mais notamment pour chercher la paix. Quelle lecture avez-vous à faire par rapport à ces démarches? Est-ce que, en partie, ce n'est pas une sortie des crises ou encore ce n'est pas une solution déjà étant recherchée par rapport à ce que vous venez d'évoquer comme l'idée de Seth Kikouni? Vous saviez, monsieur Elvis, avant de répondre à votre question, j'aimerais commencer d'abord en disant ceci. On ne gère pas un pays avec les émotions. Ça, c'est la première des choses. Et ça, c'est ce que monsieur Seth nous apprend toujours. Un État, c'est un poids. On ne les gère pas avec des émotions. Vous saviez, si on avait écouté la personne depuis longtemps, je pense qu'on n'allait pas avoir les milliers de morts qu'on a eu à Goma. On pouvait éviter cela. Lorsque vous êtes chef et que vous vous réveillez un bon matin, en oubliant que la politique est dynamique, elle n'est pas statique, et que vous dites aujourd'hui, non, la ligne rouge à franchir, moi je ne négocierai jamais avec les M23, ce sont des pantins et tout ce qui va avec, eh ben, moi je me dis, qu'est-ce qui va pas? Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui avec le dialogue, avec ce que le régime a fait,
On pouvait le faire bien longtemps. Mais c'est parce qu'on a des têtus qui nous dirigent. On a des gens qui ne comprennent pas que la vie humaine est sacrée comme le prône notre parti politique. On a des gens qui ne comprennent pas que la vie d'un individu, on ne blague pas avec. On a des gens qui ne comprennent pas que la vie des gens qui sont à l'Est est important. On a des gens qui ne comprennent pas que la vie de ceux qui sont à Massissi est important. Bah, on est en train de jouer à quelque chose qu'on ne sait pas maîtriser. Moi, la question que j'aimerais que le peuple congolais se pose, et la question que j'aimerais qu'on se pose nous tous, est-ce qu'il fallait attendre aussi longtemps pour accepter justement de négocier? Est-ce qu'il fallait attendre aussi longtemps pour qu'il y ait ces milliers de morts? Peut-être qu'ils attendaient le moment opportun. Non, c'est pas question d'attendre le moment opportun. Monsieur, vous savez, la politique, hein, la politique, il faut savoir prévoir. C'est comme un leader. Un leader, c'est celui qui sait prévoir. Mais on ne peut pas prévoir les enjeux. Les enjeux, si, on peut le prévoir. On peut les prévoir. Un leader, un homme politique, un homme d'État, c'est celui qui sait faire des analyses. De manière dynamique, ça peut changer à chaque instant. Lorsque vous avez un pays, vous savez les ressources que vous avez et vous savez les moyens que vous avez. Lorsque vous dites que moi, comme je suis là, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je dis que jamais Goma ne va tomber, ça veut dire que je suis sûr et certain de tous les moyens de bord que j'ai. C'est ce qu'il a dit, bien sûr, mais ça nécessite aussi des moyens à accompagner à cette idée. Non, mais si moi je suis Félix Tshisekedi, je suis Félix Tshisekedi, président de la République, je dis que Goma ne va pas tomber, que Goma tombe. La première des choses que je fais, en même cette soirée, je vire l'état-major, je vire tout mon cabinet. Sans raison comme ça, vous allez faire des ordonnances pour... Où est-ce qu'ils ont eu le moyen, lorsqu'ils ont eu cette information de dire que Goma n'allait pas tomber? C'est parce que les services lui ont rassuré que, monsieur le président, Goma ne va jamais tomber. La ville est à la sécurité. Non, mais il avait cette information-là. Alors, si Goma est tombé, ça veut dire qu'on lui a menti. Et si on lui a menti, il devait virer son cabinet. Et s'il ne l'a pas fait, ça veut dire que c'est lui le problème. Alors, la question, est-ce qu'il fallait attendre aussi longtemps pour qu'il y ait ces milliers de morts? Ou on pouvait régler le problème bien longtemps? Et ça s'appelle de l'irresponsabilité. Il n'y a pas plus meilleur mot que pouvait définir ça. C'est de l'irresponsabilité. Le dialogue aujourd'hui, les termes ont changé. Aujourd'hui, le M23 n'est plus pantin. Aujourd'hui, le M23 n'est plus supplétif du Rwanda. Mais lorsque nous disions, lorsque nous, l'opposition, piste pour l'émergence, cette cadre de concertation, lorsque nous les disions, on nous traitait de Rwandais. Permettez-moi de revenir sur ces dossiers. On a vu récemment le cas du président Joseph Kabila, qui s'est vu être pourchassé par des communiqués par-ci et là. Après ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que M. Jacques Machabani et M. Moutamba peuvent regarder Joseph Kabila droit dans les yeux, peuvent regarder le peuple congolais et s'excuser publiquement après leurs offenses? Parce que c'est ce qu'ils font. Est-ce qu'ils en ont le devoir? Non, mais si, lorsque vous prenez des décisions, sur base de quoi M. Moutamba, M. Chabani, Jacques Machabani ont pris leurs décisions? Sur base des rumeurs, s'il vous plaît. Voyez un individu comme M. Kabila qui s'ajoute de tout un État. Ça veut dire qu'à cause des publications... Au-delà des rumeurs, le président de la République l'a dit. C'était sur un plateau de télé aussi. Mais le président de la République a dit... Ce n'était pas qu'un simple rumeur. Le président de la République l'a dit et nous a jamais montré comment est-ce que M. Kabila était justement lié avec le M23. Mais allons dans la logique du président Félix Tshisekedi. Si vous dites aujourd'hui que le Kabila est derrière le M23, mais vous avez accepté de négocier avec le M23, à quoi servent vos sanctions contre Joseph Kabila? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dira que Félix Tshisekedi a accepté de se remettre avec Kabila. Si on doit aller dans sa logique, vous voyez? Donc, on a des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. L'État, on ne le gère pas comme ça, monsieur Elvis. La poursuite la poursuite, mais aussi la répression contre Kabila continue, son bonhomme de chemin, malheureusement. De l'autre côté, il y a des négociations pour un pourparler, soit un dialogue franc, via la médiation de l'émir du Qatar. Mais on voit que ces poursuites continuent contre la personne de Kabila. Kabila qui est compris, on sous-entend, de par la famille et le gouvernement congolais, je parle de la famille politique du président de la République Félix Tshisekedi, comme étant le patron de l'AFC M23. Aujourd'hui, néanmoins, ils acceptent de dialoguer.
via le communiqué, si cela est le cas. Mais pensez-vous que ces poursuites judiciaires seraient-elles à l'encontre de Kabila ou par ricochet de l'AFC directement? Parce que c'est lui le patron. Oui, Xavier, je vais aller dans les deux sens comme vous l'avez fait là. Si ces poursuites vont à l'encontre du M23, ça veut dire que ce dialogue n'a pas lieu d'être. Parce qu'on ne peut pas poursuivre et puis dialoguer au même moment. Mais si on va aussi du point de vue de Joseph Kabila, comment vous pouvez poursuivre le patron de l'organisation dont vous voulez dialoguer? Ça, c'est vouloir une chose et son contraire. Voilà pourquoi je dis, on a des irresponsables à la tête de ce pays. Des gens qui ne savent pas que la vie sacrée est humaine. Les gens ne savent pas, ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Si la vie humaine est sacrée. Oui. Si dans notre pays, on a des gens, comme la personne de Seth Kikuni, qui comprennent l'importance de la vie humaine, les choses vont évoluer. Aujourd'hui, je pense que M. Moutamba doit se ressaisir et demander publiquement pardon au peuple congolais, pardon à M. Kabila. D'où se restent ces communiqués qui venaient de signer, qui violent totalement tous les principes de droit. Vous saisissez les biens d'une personne sans l'aval de la justice. Vous saisissez les biens d'une personne sans même qu'il y ait eu un procès au préalable. Les prérogatives lui incombent. Non, le prérogative en tant que ministre de la Justice. C'est ça le problème en fait. Suspendre un parti politique dans ses attributions en tant que ministre de l'Intérieur, M. Jacques Chabani. Mais il le fait sur base de quoi? Il le fait sur base de quelles informations? C'est ça le problème. Est-ce que s'il y a de pieds sa conviction, s'il y a des faits et des preuves probantes, ça ne peut pas lui donner la qualité ou encore l'attribution, la compétence de sanctionner un parti politique? C'est dans ces attributions, bien sûr. M. Chabani ne sait pas nous les prouver. Je suivi récemment sur TV5 Monde, je pense, où il parlait de Joseph Kabila. Il pose la question, qui a vu Kabila à Goma? Est-ce que M. Chabani peut nous prouver avec certitude que Kabila était à Goma? Il ne saura pas le faire. Si on ne lui dit même pas une vidéo, une simple photo, il ne saura pas le faire. Il ne saura pas le faire. Regarde comment l'État est géré. Sur base des rumeurs, on a des autorités qui s'agitent comme si les pays étaient... C'est dommage. Regarde comment les pays gèrent. Et je vous dis, M. Elvis, piste au pouvoir aujourd'hui, c'est les pays qui retrouvent sa grandeur. Piste au pouvoir aujourd'hui, c'est les pays... Apparemment, vous êtes venu parler de votre famille politique. Non, mais je ne suis pas venu de parler de ma famille politique. Je suis venu vous présenter les faits. Les faits qui sont à ce que, aujourd'hui, piste au pouvoir, vous prenez la casquette de la grandeur et vous la mettez sur la République démocratique du Congo. Ça, on peut pas se voiler la face. Je sais pas si je peux dire encore aujourd'hui que la grandeur qu'on avait autrefois, on l'a encore aujourd'hui. Tout est perdu. Tout est perdu. Donc, c'est dommage. Le pays est à la rue. Le gouvernement a échoué par l'entremise de son porte-parole Mouyaya. Et c'est dommage. Donc, je ne suis pas venu pour parler de mon parti politique aujourd'hui. Je suis venu mettre les faits. Mais ces faits-là, je les lis sur base de quoi? Je les lis sur mon parti politique, sur notre projet de société. Non, c'est que vous devriez les dire sur base de ce qui se passe dans le pays. Sur base de cette question de dialogue et sur base de la procédure, des idées que vous devez apporter qui semblent être idoines pour sortir le pays. Non seulement je dis les faits qui sont sur base du pays, mais je dis il doit y avoir une forme d'acquiescence entre ce que je suis en train de dire et la logique de mon parti politique. Et puis, on ne peut pas y avoir discordance entre les deux, entre ce que je suis, ce que je pense et ce que dit mon parti politique. Sinon, on se retrouverait dans une jungle qu'on ne saura pas expliquer. Je vous donne un exemple. Lorsque vous regardez dans les plateaux de notre chaîne de télé, on a des robots communicants. Lorsqu'ils vous débattent sur les pays et qu'ils vous débattent sur la nation, ils vous disent même pas le projet de société de leur parti politique. Ce qui n'est pas le cas. Avec moi, avec Piste pour l'émergence, qui a déjà une académie politique qui est en train de former ses adhérents, on ne peut jamais parler d'un pays sans parler vous-même de ce que vous, en tant que parti politique, sans que vous êtes en train d'aspirer. Ça serait idiot. Parlons-en un tout petit peu. Apparemment, vous voulez trop s'atteler à la famille politique du président Félix Tshisekedi.
s'il fallait apporter une différence, s'il fallait apporter une dichotomie par rapport à votre logique, mais notamment à votre idéologie, et celle de l'UDPS, où est-ce qu'on va retrouver essentiellement un déphasage par rapport à votre manière de faire qui semble être dans les dires louable et cette manière de faire de l'UDPS? Le problème aujourd'hui en RDC serait Félix Tshisekedi au pouvoir ou ce serait parce qu'il manque de personnes, comme en son temps Kabila aussi manquait? Non, mais déjà, vous devez comprendre la ligne de démarcation entre Piste pour l'émergence et l'UDPS, elle est énorme. C'est que au sein de notre parti politique, nous prenons la vie humaine. Ça veut dire que Piste prend l'homme et le met au centre de toute chose. Parce que donc, lorsque vous vous retrouvez dans une société, les besoins diffèrent. Alors, pour résoudre le problème des Congolais dans son ensemble, vous devez traiter le problème d'une manière spécifique, personne par personne. Et si cela n'est pas fait, et ça c'est le problème. Avec 100 millions d'habitants, bien sûr. Non mais attendez, vous saviez, aussitôt arrivé au pouvoir, parviendra-t-il à résoudre le problème de manière individuelle de 100 millions de Congolais? L'individualité ne fait pas seulement allusion à une seule personne. Il peut se faire allusion à un groupe de personnes, merci. À un groupe de personnes. Parce que ceux qui sont à l'Est, si vous leur posez la question, quel est votre besoin maintenant? Ils vous diront qu'ils ont besoin de paix. Vous voyez? Est-ce que les besoins de ceux qui sont à l'Est de notre pays et de ceux qui sont au Katanga sont le même besoin? Non. Ça veut dire que les besoins diffèrent par groupe et par personne. Et Piste, justement, dans son projet de société, prône cette structuration ou cette manière de traiter le problème d'une manière individuelle. Parce que si le problème est traité individuellement, la solution aussi devient plus facile à trouver. Et vous avez l'UDPS, justement, qui a failli à sa mission, mais qui n'arrive pas, qui n'a même pas de projet de société pour développer le pays. Et ça, c'est la différence. Un grand parti comme l'UDPS peut manquer un projet de société. Tous les robots communicants que vous voyez de l'UDPS qui passent à la télé, est-ce qu'ils vous parlent de leur projet de société? Moi, je vous parle de notre projet de société. Est-ce qu'ils le font? S'ils ne parlent pas de Tshisekedi, ils vous parleront de sa famille biologique, ils vous parlent de Kabouya, ils vous parleront jamais de leur société. Quelle est la politique sécuritaire en matière de sécurité de l'UDPS? Quelle est la politique étrangère de l'UDPS? Ils en ont pas. Mais Piste pour l'émergence, lorsque je suis devant vous, je vous parle de notre projet de société. C'est ça la ligne de démarcation. Merci beaucoup Néomi Lumpungu. Nous allons prendre cet élément. Justement, question un tout petit peu de mettre l'eau dans la bouche. Et puis on va se retrouver juste après cet élément du procès Bukanga Lonzo. Du sénateur, pardon, du député parce qu'il n'est plus sénateur, du député ou encore de l'honorable Matata Pogno, et on se retrouve juste après. La loi, elle est l'œuvre de la volonté collective, et puisqu'elle est l'œuvre de la volonté collective, il faudra la respecter. Le refus de Matata Pogno de se comparer devant la Cour constitutionnelle, moi je qualifie et j'encourage d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est constitutionnel. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut respecter la procédure. Si vous lisez les articles 101, 105 de la loi organique organisant le fonctionnement et l'organisation de la Cour constitutionnelle, on vous dit que lorsque vous voulez faire comparaître un président de la République ou un premier ministre, il va falloir que l'avis du Parlement soit attendu à la majorité, en fait, à 10% de la majorité. Alors maintenant, la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit de son côté? C'est que lorsque vous voulez maintenant à ce que ces derniers puissent comparer devant la Cour constitutionnelle, par exemple l'hypothèse de Matata Pogno, il faudra à ce que l'Assemblée nationale, la famille à laquelle Matata Pogno appartient, donne l'aval pour qu'on puisse lever les immunités. Ce qui n'a pas été fait. Alors, si vous le faites sans lever les immunités, c'est que vous violez la procédure. Vital Kamerhe ne protège pas Matata Pogno. D'ailleurs, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remercier Vital Kamerhe qui veut tout simplement à ce que la haute cour, la haute juridiction de notre pays puisse respecter la procédure. Et si aujourd'hui,
l'Assemblée nationale examiner la question relative aux poursuites judiciaires contre Matata Ponyo et qu'ils estiment qu'il faut lever les immunités, on lève les immunités et on poursuit Matata Ponyo. La loi, elle est l'œuvre de la volonté collective, et puisqu'elle est l'œuvre de la volonté collective, il faudra la respecter. Le refus de Matata Ponyo de se comparer devant la Cour constitutionnelle, moi je qualifie et j'encourage d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est constitutionnel. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut respecter la procédure. Si vous lisez les articles 101, 105 de la loi organique organisant le fonctionnement et l'organisation de la Cour constitutionnelle, on vous dit que lorsque vous voulez faire comparaître un président de la République ou un premier ministre, il va falloir que l'avis du Parlement soit attendu à la majorité, en fait, à 10% de la majorité. Alors maintenant, la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit de son côté? C'est que lorsque vous voulez maintenant à ce que ces derniers puissent comparer devant la Cour constitutionnelle, par exemple l'hypothèse de Matata Ponyo, il faudra à ce que l'Assemblée nationale, la famille à laquelle Matata Ponyo appartient, donne l'aval pour qu'on puisse lever les immunités. Ce qui n'a pas été fait. Alors, si vous le faites sans lever les immunités, c'est que vous violez la procédure. Vital Kamerhe ne protège pas Matata Ponyo. D'ailleurs, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remercier Vital Kamerhe qui veut tout simplement à ce que la haute cour, la haute juridiction de notre pays puisse respecter la procédure. Et si aujourd'hui, l'Assemblée nationale examinait la question relative aux poursuites judiciaires contre Matata Ponyo et qu'ils estiment qu'il faut lever les immunités, on lève les immunités et on poursuit. Vous venez donc de suivre là un des intervenants, mais notamment qui est allé dans le sens de pouvoir commenter le sujet opposant Matata Ponyo à la Cour constitutionnelle aujourd'hui. On ne sait pas. Autrefois, c'était irrécevable la décision de la Cour, mais aujourd'hui, ils reviennent encore avec cette décision. Bien sûr que oui, le membre qui compose cette Cour. À l'Assemblée nationale, ça fait parler, puisqu'on ne peut pas essentiellement interpeller un député ayant encore, au cours de son mandat, excusez-moi, mais ayant ses immunités. Comment faites-vous la lecture par rapport à ces sujets, mais notamment la démarche de la Cour constitutionnelle face à un député qui a ses immunités sans être élevé? Monsieur Elvi, vous saviez, la justice, elle était déjà malade, comme le président de la République l'avait dit. Mais aujourd'hui, cette justice est déjà morte. En commençant par l'arrestation du président Sekikouni. Et lorsque vous essayez de faire une lecture sur une ligne chronologique, vous comprenez que aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays et ce qui fait la justice aujourd'hui, c'est très désolant. Vous saviez, la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcé sur le dossier Mbukanga Lodzo, notamment du temps du président Kalouba Dibois, justement qui s'était jugé, qui ne pouvait pas juger un ancien premier ministre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir, aujourd'hui ce qui se passe, c'est que cette même cour-là revient sur son arrêt pour juger la personne de Matata Ponyo. D'accord? Mais on vous dit justement de respecter même la procédure. Seulement la procédure, pas même la procédure. Monsieur Matata Ponyo est un actuel député qui jouit encore de ses immunités. On vous demande juste, avant de l'écouter, demander à la plénière de lever ces immunités-là. Ce qui n'a pas été fait. Et on voit cette cour-là qui se décide justement de juger cette personne. Et le ministère public va même à demander jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Moi, je me pose la question, étant qu'analyste politique, qu'est-ce qui ne va pas de mon pays? Vont-on continuer à aller des abus en abus? J'ai comme l'impression que lorsque vous faites partie de l'opposition, vous avez derrière vous une justice qui touche un couteau, tout prêt à vous poignarder. Et ça, ce n'est pas bon. On a vu au sein de la majorité des gens faire des actes ou dire des paroles sans même inquiéter par cette justice-là. Aujourd'hui, il suffit juste que vous soyez opposant, sans que vous ne puissiez commettre aucune infraction. Juste le fait que vos propos puissent déranger les gens du pouvoir, mais pourquoi est-ce que les propos doivent déranger? Parce qu'on sous-entend que ça doit être une diffamation, ça doit être une incitation. Non, monsieur Elvis, dans ce pays,
on a connu une personne qui a dit que Kamere devait mourir. Une personne qu'on appelle ici, c'est Pasteur Gili. Il a dit Kamere, c'est un homme à abattre. Cet homme est libre. Donc, au moment où je mais la vous parle justice est aujourd'hui. indépendante. Vous voulez Non, mais se là, c'est substituer pas- au rôle de l'officier du ministère public ou bien Non, c'est pas question la d'un personne de Kamere, quand elle a vu, ne pas C'est- déposer une plainte contre la personne Non, qui s'acharne contre lui La ou justice contre peut se saisir. sa vie. Non, mais est-ce que. Moi, je vous pose une question. Lorsque la justice avait arrêté le président Setz, qui avait porté plainte contre le président Setz? La justice était auto-saisie elle-même. Comment une Bien sûr personne qu'il peut y a, se il y a- dire. il y a- il y a S'il la vous plaît. saisine d'office Non, mais c'est- là, dans comment laquelle Non, mais- l'OMP peut se Non, mais saisir. comment Mais dans une ces personne- cas où quelqu'un qui est victime, par exemple, l'essai dont vous êtes en train de chanter, et qui n'a pas trouvé problème, pourquoi vous devez Non, en mettre en exergue ces non, propos? je suis en train de vous relater les faits. Si c'était une personne de l'opposition, je vous jure, en cet instant, il serait déjà à Makala. Si c'était moi qui suis sur votre projet, je vous dis Kamere, c'est un homme à battre. C'est fini, je suis à Makala. Mais puisque cette personne est de la majorité, il est libre maintenant là. Kamere, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement. Tout comme le président Matata. Mais ce qui se passe actuellement dans notre justice laisse à désirer. Finalement, on se dit, on va dans où? On va dans quoi? On fait tout ce qui n'est pas bon. On fait tout. Mais sauf ce qui est essentiel. Et le pays est en train d'être détruit. La justice est en train de ruiner le pays. Comment vous pouvez juger une personne qui a encore ses immunités? On vous dit de respecter la procédure légale. Vous refusez. Écoutez ce que le procureur général après la Cour de cassation dit. Il dit, soi-disant l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave, ça. Voilà le pays que M. Tshisekedi nous a amené. Voilà le pays dans lequel nous nous trouvons. Où les principes sont piétinés lorsque vous êtes de l'opposition. Où on ferme les yeux lorsque vous commettez un crime lorsque vous êtes de la majorité. On va aller avec cette dernière question avant de chuter avec cette émission aujourd'hui. Le gouvernement s'est fait par le trichement d'une négociation afficher sa volonté de dialoguer. Est-ce qu'il y a-t-il une volonté politique réelle de dialoguer avec le M23? Ou ce n'est pas quelque chose qui va se faire de manière franche? Non, mais moi, je pense que aujourd'hui, M. Tshisekedi le sait, il n'a pas d'autre choix que de dialoguer. Il n'a pas d'autre choix que de dialoguer aujourd'hui avec le M23. Et c'est bien dommage qu'ils s'en rendent compte un peu tard. Moi, il y a eu une supercherie qui s'est passée récemment avec les consultations que Ebérant avait organisées. Ça, c'est une véritable supercherie. Rapidement, Qui ne vont aboutir à rien. Vous voyez, ça va aboutir à rien, ces consultations-là. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faudra pas voir les postes au début, mais je pense qu'il faudra voir l'intérêt de la nation. Il faudra voir ce que le pays dégage. Monsieur Elvis, aujourd'hui, ce pays a beaucoup de richesses, notamment dans la jeunesse. Vous avez des gens comme David Mujinga, un jeune très ambitieux. Ereka Koli, un jeune très ambitieux. Si on investit dans toutes ces personnes-là, on pourra avoir un pays plus beau qu'avant. Donc, aujourd'hui, M. Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de négocier. Et s'il fera encore volte-face après, ça sera le pays qui va perdre après. Et nous, l'opposition non armée, comme M. Tshisekedi aime nous appeler, nous, l'opposition non armée, nous ne voudrons pas que les pays en souffrent. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est l'intérêt principal, c'est l'intérêt des Congolais et c'est l'intérêt des citoyens. C'est tout ce que nous voulons. C'est l'intérêt des citoyens, c'est l'intérêt des Congolais. Je pense que c'était votre dernière phrase. Merci beaucoup, monsieur Némi Lumpungu. C'était un honneur pour nous de vous recevoir sur le plateau du rendez-vous du soir. Et nous espérons que ce ne serait pas la dernière fois. Et qu'entend-nous notre invité a achevé son discours aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'intérêt de la population. L'opposition non armée est prête à dialoguer. Et il ne reste qu'à savoir et à attendre ce qui va sortir, bien sûr, de ce qui prévaut dans le tout prochain jour. Entre-temps, nous pensons que le dialogue serait quelque chose de bien. Restez bien chez vous. Vivez son temps en compagnie des programmes de la Missunga Télévision. C'est rendez-vous du soir
est fini et restez bien chez vous. Et les prochains rendez-vous, c'est avec vous.